Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, rendre l'info accessible aux jeunes. Tiens, c'est le credo d'Hugo Travers. YouTube, Instagram ou encore TikTok, aucun réseau ne lui résiste. C'est sous le nom d'Ego du Crypte que l'influenceur est dans notre focus cette semaine. Il décrypte aussi pour nous des actualités. C'est Damien Douani. Damien, tu as une idée derrière la tech ou plutôt une question cette semaine? Qu'aurait pensé Napoléon? Oui, c'est pas du mysticisme, on va pas faire du spiritisme et faire revenir des gens, mais grâce aux technologies, on va peut-être arriver à faire reparler l'empereur. Reparler. Oui. En tout cas, on va essayer de voir comment on peut y arriver. Là aussi, comment y arriver? Ça va faire partie de nos questions de ce Club Actu aujourd'hui. D'abord, avec les jeunes et l'information scientifique, on va pas se mentir, c'est compliqué. 17% des jeunes estiment que la science fait plus de mal que de bien. C'est les résultats édition du non-Catifop et la Fondation Jean Jaurès, alors que les réseaux sociaux apparaissent comme la principale source d'infos des 18-24 ans, TikTok en tête. Faut-il s'alarmer de cette défiance envers la science? Et puis en deuxième partie de Club Actu, on va célébrer le Data Privacy Day, 16e édition cette année. Ce samedi même, une initiative qui vise particulièrement le jeune public, alors que Meta et Instagram, empêtrés dans une amende record de 390 millions d'euros, annoncent un renfort de la protection des données des moins de 18 ans à partir de février. On va essayer de démêler le vrai de la com avec nos débatteurs du jour. Marion Moreau, journaliste, experte du numérique, autrice d'une newsletter absolument fabuleuse sur la géopolitique et la tech. Bonjour à toi, Marion. Bonjour Marjorie, bonjour messieurs. Et puis l'autre monsieur autour de cette table, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Stéphane Zibi, notre héros de On refait le Mac, de ses chroniques tech sur RCJ et directeur de Unisux. Tu as quand même un métier dans la vie, ça tombe bien. Ouais. Merci, bonjour Marjorie. Bah de rien, ça nous fait toujours plaisir de t'avoir sur ce plateau. On en parle dans un instant de ces actus, mais d'abord focus. Emmanuel Macron, Bill Gates, Pierre Ninet ou encore Thomas Pesquet, aucun invité ne résiste aux questions d'Hugo Travers. Le journaliste franco-britannique de 25 ans décrypte l'actu pour mieux y intéresser les jeunes. Et figurez-vous que ça marche. Récit d'une success story avec Xavier Terrade. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, avec mon équipe, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité. Un homme, deux chaînes. Aujourd'hui, à seulement 25 ans, Hugo Travers, plus connu sous le nom de Hugo Décrypte, a deux chaînes YouTube. Sur la première, créée en 2015, alors qu'il était encore étudiant à Sciences Po, il décrypte l'actualité depuis 7 ans. L'Ukraine se prépare à l'éventualité d'une coupure totale de l'électricité, du chauffage ou même de l'eau sur son territoire. Alors qu'est-ce que la Russie a derrière la tête? On va voir que tout cela pourrait aussi impacter des pays comme la France. Cette chaîne, consacrée aux actus du jour, a plus de 1 600 000 abonnés. Mais cela ne suffisait pas à Hugo Décrypte, qui a lancé en 2021 une nouvelle chaîne en parallèle, sur laquelle il a plus de 750 000 abonnés. Mais pendant la campagne présidentielle de 2022, certaines vidéos du journaliste ont dépassé le 1 million de vues, tout comme son interview de Bill Gates, mise en ligne en juin 2022. J'ai rencontré Bill Gates, il a accepté de participer à l'interview face cachée. Et oui, en attendant le passage dans les prochaines semaines d'artistes ou encore de sportifs, et après la quasi-totalité des candidats à l'élection présidentielle, aujourd'hui c'est au tour de l'un des hommes les plus puissants de la planète de répondre à mes questions sur ce format. Le succès de Hugo Travers touche presque tous les univers. Il s'est plus récemment lancé dans l'interview de personnalités comme Pierre Ninet. Moi j'ai une boîte de prod, je te propose de jouer dans un film, t'accepterais en vrai ou pas? Mais moi je te propose qu'on fasse ça en fait. Sérieux? En seulement 2 jours, la vidéo avec l'acteur a déjà réalisé près de 500 000 vues. De quoi pousser le youtubeur à interroger d'autres célébrités. Merci beaucoup pour tous vos retours sur mon interview de l'acteur Pierre Ninet sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets en description. Après Bill Gates il y a quelques mois, c'est donc au tour de Pierre Ninet de jouer le jeu forcément dans un cadre différent. Visiblement ça vous a plu et ça tombe bien parce qu'il y a d'autres vidéos de ce type qui arrivent. De nouveaux projets pour une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Pour la faire encore un peu plus grandir, Hugo Décrypte peut aussi désormais compter sur son équipe d'une dizaine de jeunes employés. De quoi lui permettre d'atteindre encore un peu plus les sommets. Hugo Travers, il y a aussi Gaspard G, tiens, qui enflamme la toile. Camille Chaudron de Girl Go Green. Marion, c'est le renouveau de l'info.
Oui, c'est intéressant de voir ça. Je trouve que c'est une super bonne nouvelle de voir que les jeunes s'emparent comme ça de l'information. Ils le font plutôt bien, toujours dans un style assez différent pour chacun. Moi, je suis beaucoup Hugo Décrypte et mes enfants le regardent énormément pour s'informer. Ce sont des formats super courts. Ils maîtrisent les outils probablement bien mieux que moi, par exemple. Et oui, je pense que c'est une vraie bonne nouvelle. Il en faut plus, même encore des reporters, des Tintins qui vont nous faire le reflet, le miroir de ce qui se passe dans le monde, dans nos vies. Je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi pour toi, Stéphane? Oui, de toute façon, dès qu'on trouve un nouveau format, comme Brut a pu le faire à un moment, comme Hugo Décrypte le fait, et que d'autres peuvent éventuellement suivre, et que c'est apprécié, c'est génial. Moi, je trouve ça plutôt cool. Et même à la rigueur, je pense, c'est ça Internet. En fait, avant, imaginez le fait d'arriver à une antenne, de pouvoir parler, et être accessible à un maximum de monde. Il fallait juste être journaliste à TF1 ou à l'ORTF à l'époque, à TF1, etc. Et donc ça paraissait improbable, impossible. Là maintenant, il suffit juste d'avoir un peu de bon sens, de volonté, de créativité. Et aujourd'hui, on a tout. Et ça vient. Et quand on travaille, on obtient tout le temps des résultats, la preuve. Tu ne crois pas si bien dire, parce que justement, on va se demander dans la première partie de ce Club Actu si les réseaux sociaux sont devenus l'ORTF de la vérité scientifique. Une étude inquiétante. Non, je vous le dis, ça fait rire comme ça, je sais, je suis drôle. Mais c'est beaucoup moins drôle quand c'est l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès qui décryptent ces résultats sur une grande enquête, les jeunes et la mésinformation scientifique. C'est la première partie du Club Actu. Et pour parler de ces actus, ils sont très dissipés sur ce plateau. Stéphane Zibi en toute première ligne, évidemment, Damien Douany et Marion Moreau. On revient sur cette enquête, l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès qui viennent de rendre les conclusions de la mésinformation des jeunes à la science et au paranormal à l'heure des réseaux sociaux. Alors, la question de départ, justement, que la Fondation Jean Jaurès s'est posée, c'est de savoir, à l'heure où TikTok s'impose comme le réseau social préféré des jeunes Français, qu'est-ce qu'on sait, justement, de l'impact de cette plateforme sur ses utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux à l'utiliser, non pas juste pour se divertir, mais pour s'informer. Résultat, écoutez bien, 17% des jeunes estiment que la science fait plus de mal que de bien. C'est une chute de 22 points par rapport à 1972. Ça fait mal ? Plutôt. Monsieur le directeur d'école, je crois que tu es bien placé pour commencer. J'ai combien d'heures ? Non. Mais c'est 15 minutes à peu près, mais il va falloir partager la parole. Je ne veux pas la monopoliser, mais ça me déçoit d'autant plus, c'est qu'on est quand même, quand on regarde les classements de la France par exemple le classement de Shanghai, on voit qu'on est quand même à la ramasse. Si au moins on était bon, si au moins on avait quelques valeurs, au moins quelques façons d'être, de dire voilà, la science, peut-être j'y crois pas, mais au moins je sais j'ai pu comprendre pourquoi. Là, en gros, c'est un a priori de sortir un truc comme ça. On a pu voir pendant la période du Covid le nombre de gens qui contestaient la science. Comment tout le monde suivait, parce qu'il y a par définition, on est en défiance, alors que normalement, potentiellement, on devrait peut-être lui faire confiance, parce que c'est grâce à elle quand même qu'on a une espérance de vie qui augmente comme celle-ci, comme on peut en bénéficier depuis des années, etc., qu'on peut en profiter de l'électricité, d'avoir tous ces moyens-là. Je ne comprends pas, en fait, la défiance. Les gens, ils ne ouvrent pas les yeux. Et si les jeunes, qui sont quand même notre avenir, ont la défiance par rapport à ça, qui pensent que la Terre n'est pas ronde mais plate et compagnie, là, ça me fait encore plus peur, quoi. Bon, 17%, on peut se dire que rien n'est perdu, parce que ça fait quand même une grande proportion de jeunes qui pensent que la science peut faire plus de bien que de mal. Jusque-là, on peut inverser encore la tendance, mais c'est le dernier moment, Marion, pour pouvoir justement inverser la vapeur. En regardant un peu les chiffres par rapport à cette actualité que tu avais envie qu'on commente aujourd'hui sur ton plateau, j'ai relevé quelques chiffres qui me paraissent quand même contrebalancer un petit peu cette réalité. D'abord, la recherche en France et la science sont mal financées. Donc les élèves en sortie de parcours scolaire se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. On sait bien, alors je fais des constats à la Cassandre un peu, mais la recherche n'est pas assez financée. Et donc les jeunes... Peut-être ils vont moins déjà, ça, je pense que c'est un peu systémique. Même si, quand on regarde la progression sur les DUT, par exemple, elle est en augmentation. Donc les DUT, ce sont des diplômes qui forment, cours exactement, qui forment les jeunes, non pas sur un cycle d'ingénieur classique, mais c'est des jeunes qui peuvent devenir ingénieurs par cette voie-là, en tout cas spécialistes en techno. Donc il y a des choses quand même qu'il faut mettre au regard de ce qui se passe vraiment au moment de l'école, à l'école. Ensuite, sur ta question, je crois, qui était, est-ce qu'on est
un point de bascule entre la confiance des jeunes vers la science en général. Je pense que ça risque d'évoluer. Je pense que les chiffres peuvent s'inverser. Pourquoi ? Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est que près de 80% des jeunes en France sont intéressés par les solutions qui sont des solutions à trouver sur le réchauffement climatique. Il va évidemment y avoir une place pour la science, et la science qui évidemment doit se renouveler. Je pense que les formats aujourd'hui, notamment sur le web, sont hyper intéressants. Si vous voyez le nombre en cumulé de millions de vues sur les chaînes de sciences vulgarisées, c'est énorme. Je pense que c'est au moins aussi énorme que Go Decrypt ou ces influenceurs de l'info. Donc, je ne sais pas aujourd'hui dire si vraiment TikTok... D'abord, est-ce que TikTok va durer ? J'en suis pas si sûre personnellement. 2, bien sûr que les apps et les réseaux ont une influence. Mais 3, je pense que les jeunes sont tout à fait intelligents et vont vers des carrefours d'infos. Il faut leur faire confiance, c'est sûr. Il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Tu leur fais quand même confiance ? Ah oui, non, moi je leur fais confiance. Mais pour moi, en fait, il y a des sujets qui... Alors, je suis peut-être un peu extrême en disant ça, mais pour moi, il y a des sujets qui ne se discutent pas. Et ne pas faire confiance à la science, alors que quand même, elle est notre base à tous. En tout cas, voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu difficile. Et c'est vrai que j'abonde dans ce que dit Marion. Peut-être qu'ils peuvent avoir une certaine interrogation sur pourquoi faire de la science nous-mêmes. Oui, être justement beaucoup plus tangible et pragmatique sur ces vérités scientifiques et surtout ce à quoi elles nous servent au quotidien. Damien, est-ce que la Terre est plate ? Je crois pas. J'ai un doute quand je regarde l'horizon, je me dis c'est quand même bien plat l'horizon. Mais ça tombe bien, tu t'es pas fait. Voilà, tu fais pas partie de ces 16% de 18-24 ans qui sont platistes. Oui, car le complotisme revient en force, notamment sur cette question absolument essentielle de savoir si la Terre est ronde ou plate. Quand même, on peut se dire que cette génération de TikTok je ne vais pas faire ma boomer de service, mais a quand même quelques petits soucis avec les contre-vérités scientifiques et le paranormal. Moi, c'est oui, en tout cas. Autant vouloir ce qu'on appelle les vérités alternatives, toutes sortes de choses-là qu'on a vu émerger pendant les périodes de Covid, et que les réseaux sociaux, et pas que TikTok, mais en général, on peut trouver, si on a envie d'avoir une controverse ou chercher des choses différentes, oui, effectivement, YouTube, TikTok, on peut trouver ce qu'on veut finalement. Quand on trouve, on cherche, ou plutôt quand on cherche, on trouve. Maintenant, il y a un truc qui me choque, et j'ai pas la réponse, en fait, ça me choque, c'est que autant, de se dire la science, c'est peut-être pas si bien que ça. Admettons, j'ai envie de dire, admettons, et je mets des énormes guillemets, admettons. Mais alors le coup de la Terre est plate, alors qu'on sait qu'elle, a priori on sait qu'elle est ronde, c'est un truc qui vraiment, j'arrive pas en fait à comprendre à quel moment il y a un truc qui se passe, on se dit non en fait elle est plate comme une pièce quoi. Ça j'ai vraiment du mal à comprendre quelle est la logique derrière ça. Alors je me dis qu'il y a autre chose qui doit se jouer, je sais pas, je dois rater un truc, mais s'il y a bien quelque chose qui est indubitable, c'est ça. Alors à partir de là, oui, on peut tirer le fil. Est-ce que ces personnes-là qui croient que la Terre est plate pensent à d'autres choses qui sont complètement extravagante, j'aimerais le croire. J'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive vraiment pas à faire la connexion. Mais si je peux me permettre, quelque part, quand bien même certains penseraient que la Terre est plate, d'ailleurs tu as donné le chiffre, c'est pas rien quand même, je crois que c'est combien ? C'est 16% des 18-24 ans. Il y a notamment des leaders d'opinion, notamment sur les réseaux comme Kyrie Irving, qui est une des stars de la NBA, qui revendiquent son platisme. Oui, bien sûr. Mais quelque part, si on regarde la logique scientifique, qu'est-ce qu'ils font les scientifiques entre eux ? Ils se contredisent. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer la science, les découvertes et nos schémas en fait de vérité entre guillemets. Des vérités qui peuvent être un jour contredites par une découverte, par une autre hypothèse. C'est une question d'hypothèse. Je ne suis pas platiste, pour être clair, mais je peux comprendre qu'il n'y a pas que du complotisme. Il y a aussi des hypothèses qui sont formulées. Alors, il faut évidemment qu'elles soient étayées, qu'elles soient argumentées, sinon, c'est de la provocation. Mais je trouve que c'est intéressant de suivre cette logique scientifique de contradiction, finalement. La contradiction, évidemment, c'est bien, mais est-ce que ça veut dire aussi que quand on voit ces contenus complotistes pulluler sur les réseaux sociaux, certaines plateformes font peut-être pas suffisamment le ménage dans leur contenu? C'est un vieux débat. Qu'est-ce qu'on préfère ? On préfère avoir de l'audience ou... Voilà, c'est ça. En fait, c'est la question du temps d'attention. On va pas se mentir. Si tu veux, on peut faire un parallèle. Tiens, comme par hasard, sur la TNT, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui marche bien ? Les enquêtes exclusives quand on suit les pompiers aux urgences. Alors qu'on pourrait mettre quelque chose de beaucoup plus, on va dire, différent et peut-être plus intéressant. Mais ça marche bien. Donc, se faire peur, avoir envie de choses un peu différentes, se dire « Ah, mais on m'a peut-être pas tout dit », ça marche bien. Que ça marche bien, c'est une chose en audience, mais est-ce qu'il y a une confiance en ces émissions et justement en la façon dont on peut amener ces récits-là, c'est encore autre chose.
l'audience et la confiance, ça ne marche pas toujours de pair. On va le voir dans un instant dans le baromètre de la Croix d'ailleurs. Je pense pas que ce soit... Malheureusement, nous, on rêverait que ce soit... Mais malheureusement, l'audience, elle est... Il y a beaucoup de gens qui suivent, même des choses, nous, on n'est peut-être pas platistes, etc., mais on va regarder ces contenus pour comprendre. Donc, ça fait de l'audience. Et donc, malheureusement, ben voilà, c'est ça, mais c'est malheureux. Mais si on les interdit, est-ce que les mecs chez TikTok et compagnie se tireraient pas une balle dans le pied Il y a l'effet boule de neige, mais il y a aussi la question de la modération. On en revient toujours à ces fondamentaux-là. Et Marion, je sais qu'il y a une question qui t'anime particulièrement. Moi aussi, ça tombe bien. C'est la sempiternelle question sur le statut d'hébergeur et d'éditeur que les plateformes n'ont jamais voulu trancher. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu des batailles déjà par pas mal d'acteurs, y compris en Europe, qui ont vraiment insisté pour très tôt. J'ai découvert d'ailleurs que sur le statut d'hébergeur, donc responsable de ce que l'hébergeur édite quelque part au travers des plateformes, il y a justement cette juridiction qui a eu lieu en Estonie en 2014, qui a accusé une plateforme d'avoir justement, et avec un double responsabilité, celle d'éditeur et d'hébergeur. Et je trouve dommage on le racontera, ça, si tu veux. Je trouve dommage qu'on n'ait pas repris cette juridiction qui est passée à la Cour des droits de l'homme. Donc, c'est pas n'importe quelle juridiction. Et qui faisait, quelque part, qui ouvrait ce débat-là. Et il faut, évidemment, et on continuera à le faire, il faut qu'on avance avec la juridiction européenne ou celle des droits de l'homme, des droits universels, sur la responsabilité de ceux qui ne modèrent pas et qui se cachent derrière d'autres responsabilités. Et ça, c'est préjudiciable. Ouais, pour autant, c'est compliqué de modérer ça. Je veux dire, si tu modères, on va dire à vous censurer. Donc, ces contenus vont se retrouver dans des endroits encore plus, on va dire, cachés, dans lesquels tu vas avoir des gens qui vont aller regarder, se dire, ah bah tiens, voilà, on nous les a mis de côté, donc on a raison. Moi, je pense au contraire qu'il faut diffuser. En revanche, la question, c'est ce qui est sous-jacent. Pourquoi est-ce que tu crois à ça? C'est parce que les contenus sont bien faits? Ça peut être ou bien il y a des problèmes de repères par rapport à la compréhension de ces... Donc il y a autre chose qui se joue derrière. Mais je comprends ce que tu dis. Pour moi, cet enjeu de modération et quelque part donc de la crédibilité des informations qui circulent, celle aussi de la responsabilité de ses propres commentaires. Je veux dire, aujourd'hui, on en est un peu loin quand même. Elle va justement de pair avec l'anonymat. Quand est-ce qu'on va obliger aujourd'hui, quand est-ce qu'on va plutôt avancer, sur cette problématique de l'anonymat qui permet à n'importe qui de dire que la Terre est plate, qu'on n'existe pas sur ce plateau, ou je ne sais quelle fantaisie. Et il en est de même, en dehors de ces commentaires et de cet anonymat des commentaires, sur la source. Aujourd'hui, nous, journalistes, on ne peut pas ne pas aujourd'hui sourcer. C'est pareil pour TikTok. Le jour où on obligera TikTok à agréger, implémenter un label qui permet à tous de dire que cette information qui circule, elle est sourcée, parce qu'elle relève d'un média, là, on aura avancé. Alors, je vous rappelle quand même qu'un réseau social a essayé de le faire avant les autres, c'était Twitter. Pas version Elon Musk, mais version précédente, notamment avec Jack Dorsey, qui a eu maille à partir avec aussi la façon d'autoréguler ses contenus. Donc, où est la bonne solution, où est la bonne méthode? Et puis un autre élément, juste, c'est l'anonymat. C'est pas tout à fait vrai, étant donné qu'il y a des... je te rappelle, par exemple, qu'il y a eu un documentaire qui a été crowdsourcé, donc financé par plusieurs personnes sur le Covid, et dont le nom m'échappe, et qui a reçu beaucoup d'argent. On sait très très bien qu'il n'y a pas d'anonymat. Je veux dire, les personnes qui l'ont produit, on sait qui c'est, on les connaît. Donc il y a aussi... Qui sont ex-journalistes en l'occurrence. En plus, ils sont ex-journalistes de presse quotidienne régionale. Donc si tu veux, il n'y a pas que ces... Et je cherche aussi dans ma tête il y a aussi de l'information alternative qui est totalement assumée par des personnes qui disent non, nous on revendique ça, clairement. Donc je ne pense pas qu'il y ait que cette question de l'anonymat qui se joue. Non, c'est un sujet, tu as raison, assez complexe à décrypter, et les solutions aussi d'ailleurs. Bon, il nous reste quelques minutes pour quand même regarder aussi d'autres chiffres qui peuvent peut-être nous faire un petit peu plus de baume au cœur, en tout cas pour les journalistes que nous sommes sur ce plateau. C'est ceux de la confiance en les médias, le fameux baromètre de Lacroix et de Kantar, baromètre 2023, 36e édition du nom. Chaque année, ils essaient de comprendre si les médias sont crédibles ou pas. C'est la question cruciale qui les est tranchée. Ils passent en revue l'état de l'info sous toutes ses coutures, le nombre de journalistes en France, le média le plus apprécié des Français, la consommation d'infos aussi sur les réseaux sociaux et... Enfin, une bonne nouvelle, depuis 2010, c'est la première fois où la cote de confiance des médias et de la crédibilité de l'information
ainsi que la consommation d'actualité sont en hausse. La radio considérée fiable par 54% des sondés. Ensuite vient la presse, puis la télévision. Il y a des nuances quand même, c'est ce qu'on disait il y a encore un instant, notamment côté télévision. Un Français sur 3 fait confiance à des émissions d'infotainment, comme Touche pas à mon poste ou Quotidien. Les regarde quand même, je te rassure Damien, mais encore une fois, ne leur font pas forcément toujours confiance. Il y a quand même un bémol, c'est que la fatigue informationnelle est en train de s'installer, notamment chez les femmes et les jeunes. Est-ce que ça vous donne du grain à moudre ou de quoi réfléchir ? Là, c'est sûr que la fatigue, on a eu beaucoup d'informations ces 2 ou 3 dernières années. On avait des éditions spéciales et beaucoup d'événements. Il y a sûrement eu trop plein d'Elisabeth II, trop plein de Coupe du Monde, etc. Donc, je pense que là, peut-être les gens, ils ont rêvé un petit peu de répit aussi. Peut-être on n'a pas arrêté. Mais c'est vrai qu'on voit qu'Internet est en retrait dans ces chiffres-là également, ce qui quand même... Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, parce que quand même les médias les utilisent aussi encore, ces réseaux. Mais en tout cas, là, quand j'ai lu le résultat de l'enquête, c'est vrai que ça donnait plutôt une certaine nouvelle peut-être responsabilité des médias classiques, et peut-être qu'il faudra en profiter pour justement labelliser, ou en tout cas montrer qu'ils sont quand même de confiance, voilà, et que le reste, voilà, il faudra peut-être un petit peu attention. Sans péter la question aussi, décidément, il y en a beaucoup sur ce plateau aujourd'hui. Qui peut accorder ce label de confiance? Ça veut dire qu'il faut labelliser l'info. Qui la labellise? Nous. Qui est le bon juge pour pouvoir réussir à séparer Je pense que c'est bon surtout pas Google qui a justement joué ce rôle jusqu'à maintenant. Et soyons très francs, tous les médias français, en particulier, tu connais bien le sujet, Marjorie, ont succombé à Google. C'était compliqué après de faire marche arrière pour dire oui, alors c'est pas juste, Google nous pique notre trafic, finalement on n'a pas les... Et puis ça nous coûte finalement assez cher, les publicités directes reviennent toujours à Google, c'est le pro de l'advertising. C'est un peu facile aussi, il faut réfléchir aussi avant. Alors je dis pas que c'est simple, peut-être que moi j'aurais succombé aussi si j'étais patronne de médias quand Google est arrivé avec sa solution miracle. Mais c'est compliqué, c'est un sujet qu'il faut réfléchir sur les impacts à long terme. Qu'est-ce que ça représente d'avoir un tuyau, un seul, qui maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc aujourd'hui, pour te répondre, ne laissons pas aux GAFAM se reproduire ce type de, je dirais, de mécanisme. Probablement que c'est à Reporters sans frontières, les ONG de renom, qui sont des institutions mondiales reconnues, de se fédérer ensemble. Il y a certainement beaucoup d'institutions très légitimes qui sont capables de le faire. Je pense aussi à Internet Society, qui est une institution américaine qui est née au début d'Internet, qui aussi promeut ce type d'approche. Et il faut taper à l'ONU pour ça. Il faut aller très loin. Il faut dire à l'ONU, il nous faut, et on viendra sur le sujet d'après, sur la donnée privée, il faut aujourd'hui que ce type d'instance se préoccupe de la confiance dans l'information, qui est un pilier de la démocratie, rappelons-le. Une régulation justement internationale, en tout cas, où il y a moyen de la faire exister. Tu parlais de la confiance justement en Internet il y a une seconde, qui fait aussi partie de ce baromètre. Là aussi, côté médias en ligne, il y a un bond de confiance. On passe de 24 à 33% cette année. Mais c'est en retrait par rapport à la presse. C'est en retrait par rapport à la presse, mais il y a quand même plus de confiance dans les médias sociaux. Réseaux sociaux, principale source d'infos des 18-24 ans, avec en tête évidemment TikTok. Et oui. D'où on boucle la boucle de cette partie d'actu. Faut-il interdire TikTok? Non, non. Ou faut-il regarder un petit peu plus sous le capot de l'algo? Interdire TikTok, à mon avis, c'est peut-être certainement pour la question des données personnelles, mais ça on en reparlera. Oui, surtout, comment est fait cet algorithme? J'allais dire ces algorithmes, parce qu'il y a 2 versions de TikTok. Il y a une version chinoise, une version qui a un autre nom d'ailleurs. Occidentale. Pardon? Il y a un autre nom que TikTok. Douyin, pour la version pékinoise et Beijing, et TikTok pour la version occidentale. Excuse-moi, mais c'est vrai que là en plus, c'est le fait que c'est même pas TikTok qui est en fait il y a l'algorithme de TikTok qui est sûrement tellement bien fait qu'il a été copié par Facebook et maintenant par Twitter. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Twitter, maintenant il y a les gens qu'on follow qui sont dans un onglet à part et on a d'autres choses for you. Donc en plus, tout c'est TikTokisé, quoi. Et donc finalement, même les réseaux qui ne sont pas chinois, on veut nous mettre peut-être une forme de contenu qui pourrait potentiellement nous intéresser.
Ils ont réussi à nous TikTokiser. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit juste d'être un peu malin, de savoir comment ça marche, parce que ça finira par se décrypter, cet algo, que ceux qui ont réussi à le décrypter, peut-être ils arriveront en tête et ils pourront faire passer n'importe quelle notion. C'est comme quand on a découvert les secrets du robot de Google dans les années 2000 et quelques, et hop, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec le million de visiteurs uniques. Je parle quand on était chez Doctissimo, c'était comme ça, quoi. Donc, et d'une certaine manière, cette analogie, dès qu'on aura décrypté peut-être cet algo ou ces algorithmes, comme l'a évoqué Marion, peut-être que ceux qui l'auront ça, ce sera eux les chefs, et donc les chefs ils pourront faire passer n'importe quelle notion. Allez, je vous laisse affûter vos arguments pour la deuxième partie de cette émission, parce qu'on va continuer à parler, pas d'infos TikTokisées, mais de data et de privacy. Très beau franglais, tiens, pour le coup. Là aussi, revu à la moulette des réseaux sociaux et de TikTok, Insta et Meta, notamment. On en parle dans un instant, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est Édouard Deniau aux manettes pour ce Zaptech. Poi questo robottino la taglia. Amici del mio viaggio a New York, questo è il robot che fa la pizza automatica, l'ho ordinata, non c'è il pizzaiolo, fanno tutto i robot. Sono proprio curioso di vedere come avviene questo processo fantastico, vedete, tutto robotizzato, ora ci mette anche il sugo, stupendo. Nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Marion Moreau, Stéphane Zibi et Damien Douany pour commenter ces actus tech de la semaine. Et tout de suite, Damien Douany, ça tombe bien, a une idée derrière la tech. Marjorie, avec qui aimerais-tu dialoguer alors qu'il n'est plus présent aujourd'hui parmi nous? Beaucoup de gens, c'est une très bonne question, mais je ne saurais te citer. T'as pas un nom comme ça qui te vient? Si, mais c'est trop personnel. Bon, d'accord, très bien. Bon, moi, ce serait dans les personnes publiques, on va dire Steve Jobs ou Claude François, ça n'a strictement aucun rapport, on est bien d'accord. En revanche, en parlant de Steve Jobs d'ailleurs, dans une conférence qu'il donnait en 1985 en Suède devant des professeurs, il partageait sa jalousie qu'il éprouvait qu'Alexandre le Grand ait eu Aristote comme professeur. Et il ajoutait « Je peux lire ses livres, mais je ne pourrai jamais poser une question à Aristote. » Eh bien, son rêve pourrait peut-être devenir réalité avec une intelligence artificielle. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle va pouvoir reproduire à la fois la voix, les mimiques, la façon de parler de Napoléon. C'est quoi d'abord comme type de données? Effectivement, on va parler de Napoléon, parce que c'est lui dont on parle maintenant, on ne parle pas d'Aristote. Alors, pas encore, on n'est pas sur la voix de ça, on va faire un truc très simple sur de l'écrit, c'est déjà pas mal. C'est une première, donc une intelligence artificielle qui va faire revivre l'empereur et le faire parler à l'écrit, comme s'il était là. D'ailleurs, je ne suis sûr si on pourrait trouver ces intonations. Je ne pense pas qu'à l'époque, il y avait des enregistreurs. On doit cette performance à 3 personnes qui sont Raphaël Dolan, Arthur Chevalier et Baptiste Roger Lacan, qui ont inventé une société qui s'appelle Vestigia, ou Vestigia, je ne suis pas sûr de la prononciation. C'est un laboratoire qui est destiné à imaginer toutes les possibles expériences à la croisée de la culture classique et de la technologie. Et donc, ils ont décidé, pour la première fois, de s'attaquer à un monument français, tout au moins,
l'empereur Napoléon. Alors, question rituelle, comment ça marche? Alors, comment ça marche? C'est très simple, hein, dit comme ça. En gros, ils ont pris GPT-3. Vous connaissez GPT-3? C'est celui qui est derrière la technologie, qui est derrière ChatGPT. On vous en parle souvent ici. Voilà, donc ils ont fait un modèle, donc en reprenant GPT-3 d'OpenAI, intelligence artificielle qui synthétise du texte et qui est aujourd'hui public, hein, on peut utiliser les API de GPT-3, et ils ont intégré énormément de données relatives à l'empereur qu'ils avaient, de données historiques qu'ils avaient, et ils ont, en utilisant ce modèle-là, ils se sont dit, qu'est-ce que ça donnerait si on posait une question à Napoléon et comment est-ce qu'il pourrait nous répondre? Par exemple, tiens, j'ai demandé à Napoléon, connaissez-vous Emmanuel Macron? Je vous donne sa réponse, alors, elle est un peu longue sa réponse, mais je vous la donne en substance. Il me dit, eh bien, je vous dirai ceci à propos d'Emmanuel Macron, il n'a pas encore eu l'occasion de gagner... Alors, l'écran, voilà. De gagner de grandes victoires comme celle que j'ai remportée à Austerlitz, et je pense qu'il devrait apprendre de cette bataille. Là, après, il nous raconte un peu ce qu'il a fait à Austerlitz, et il finit par, si Macron veut être un grand dirigeant et obtenir des victoires décisives pour sa nation, il devra apprendre des leçons du passé et se montrer aussi habile que moi. Bon, Waterloo ou Austerlitz de la réforme des retraites, ça on verra pour les actus prochaines, mais en tout cas, c'est absolument étonnant. Alors justement, je lui ai parlé de Waterloo. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il retenait de Waterloo. Il m'a répondu la chose suivante. Il m'a dit « Waterloo n'était pas une erreur, mais un malheureux accident dont je n'ai pas été le seul responsable. La série de défaites subies par les armées françaises lors de cette bataille a été le résultat de coalitions de forces contre moi et de conditions climatiques difficiles. » Ensuite, il explique pourquoi, comment. Il finit par « Notre glorieuse nation mérite donc plus que jamais d'être honorée par cet épisode tragique de l'histoire française. » C'est assez bluffant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des éléments de langage made in Napoléon qui sont quand même extrêmement bien adaptés à notre époque. Oui, ceci dit, c'est étonnant. Ça peut être perfectible quand même? Oui, alors c'est bien sûr perfectible, mais je trouve que c'est assez bien fait dans l'ensemble. Alors, je ne l'ai pas connu personnellement, hein, Napoléon. Oh, bah, mais j'ai de la barbe blanche, mais pas à ce point-là. Mais dans tous les cas de figure, c'est plutôt bien fait. On retrouve cette mécanique-là. On se dit, mais c'est vrai que si on dérivait ça pour plein de personnes, ce serait assez troublant. Et alors, justement, ils l'ont fait. Ils ont développé une autre IA pour parler avec la marquise de Merteuil, des liaisons dangereuses. Ils ont demandé, on peut aussi demander un poème à Homère. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le dire, parce que j'ai demandé un poème à Homère. Wow. J'ai dit, je lui ai demandé, cher Homère, est-ce que tu pourrais me faire un poème sur le SUV, un truc qu'il ne connaissait pas à son époque. Et il me dit, je vous donne les premières phrases, chante, ô muse, l'arrivée du SUV au sans face qui a déchaîné le courroux des dieux et des hommes. Déesse, fille de Zeus, débute où tu veux et raconte-nous l'histoire, à nous aussi. Il y a longtemps, dans la cité Sainte-Hélène, les mortels se mirent à parler de cette invention divine qui arrivait sur Terre. Le SUV était une monture céleste qui donnait la puissance aux mortels. Alors voilà, le SUV continua sa course folle sans fin jusqu'à ce qu'il arriva enfin à Ithaque où Ulysse, aux 1000 ruses, se préparait à partir pour sa longue odyssée. Bon, alors Ulysse en SUV, honnêtement, c'est assez drôle, mais ça pose quand même beaucoup de questions. Exactement, ça pose des questions éthiques, bien entendu, puisqu'on va injecter des données pour faire parler une personne disparue. Donc attention au contresens, attention aux vérités alternatives dont on parlait dans cette première partie. C'est une manière, je trouve, hyper novatrice, personnellement, d'apprendre l'histoire aux enfants, si justement elle est bien faite, si les informations qui sont mises dedans sont véritablement bien construites, si les informations qui sont données sont des informations qui ne sont pas fausses. Et ça peut aussi aider, dans ce sens-là, contre les fake news, contre les infox. Donc tout dépend, toujours pareil, du jeu de données qu'on injecte dans la machine. À partir de là, ça peut être hyper génial. Moi, j'imagine ma fille en train de poser des questions à Ulysse, à Homère, ou bien à Napoléon. Ça pourrait être génial. On pourrait aussi aller beaucoup plus loin. On pourrait croiser des univers virtuels. On pourrait imaginer un jour, pourquoi pas, un métavers dans lequel on croiserait les avatars de Napoléon et de Gaulle en train de parler de grandes batailles. Pourquoi pas? C'est à la fois particulièrement vertigineux. On est au bord d'un épisode de Black Mirror, tu t'en rends compte quand même? On n'est pas loin, oui, on n'est pas loin. Il y en avait un sur ça, avec la femme qui... Absolument, sur une simulation robotique d'un personnage disparu, en l'occurrence c'était le mari de l'héroïne de l'épisode qui revenait sous forme de robot et de robot conversationnel dans un premier temps. Oui. Alors personnellement, et je ne veux pas du tout pour tuer ta chronique, mon cher Damien, que tu fais parfaitement bien, surtout Homère. Moi j'ai fait le même test sur ChatGPT, qu'on ne présente plus, un dialogue entre Bob Marley et Vladimir Poutine. Voilà. Je peux vous assurer que c'est très flippant, en fait. L'un admire l'autre. J'adore ce que tu fais. Bob, tu as été formidable. Tu as inspiré le monde entier avec ces musiques qu'on aime tous, etc. Et le problème, c'est que Bob Marley lui dit la même chose. Vladimir, tu es un empereur incroyable. Tu es ceci, tu es cela.
Je veux dire, c'est quand même, c'est là où tu as raison. Attention aux jeux de données sur lesquels on base les algorithmes. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Moi, ce que je trouve intéressant dans cette solution napoléonienne, c'est qu'effectivement, on peut faire dialoguer, mais peut-être à partir de discours réels et interpeller les enfants sur quelque chose de ludique, qui est de jouer avec l'histoire. Mais attention quand même à ce que aux propos que n'aurait peut-être jamais émis Napoléon. Et puis surtout, ne pas croire que ça pourrait être vrai. C'est ça le problème, c'est qu'en fait la bascule pourrait être de dire, de croire que ce qui est écrit là est finalement des citations de l'empereur, qui n'est absolument pas vrai. C'est une reconstitution. Et c'est là où effectivement on peut avoir vraiment la frontière qui peut être très facilement floutée. Il faut bien comprendre, c'est une fiction quelque part, une fiction romancée sur la base d'éléments réels. Et c'est là où c'est assez complexe à comprendre. Dans le match Marion-Damien 40A, arbitre de chaise Stéphane Zibi, vous avez quoi? J'étais juste en train de penser dans l'intelligence artificielle, il y a artificiel. Donc, faut pas l'oublier. C'est beau. Non, on fait des jeux de mots, on fait de l'esprit dans cette émission. C'est vraiment notre Homère à nous. Allez, on va partir pour une ode aux données privées, le Data Privacy Day, qui revient ce samedi 28 janvier, 16e édition du nom. On va faire un peu de pédagogie et d'éducation aux données personnelles. Pardon, c'est la deuxième partie du club. Et cours de Data Privacy avec Marion Moreau, Stéphane Zibi et Damien Douani ce samedi. C'est donc la 16e édition de la Journée européenne de la protection des données. C'est une initiative qui vise particulièrement le jeune public, alors que Meta et Instagram, étant empêtrés dans une amende record de 390 millions d'euros, ils viennent justement d'annoncer un renfort de la protection des données des moins de 18 ans. Ça va démarrer là, tout de suite, au mois de février. Il y a beaucoup de communication qui se mêle à de l'information dans ces questions, notamment de gestion des datas et des données privées. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que la pédagogie a été plutôt, notamment faite par de la régulation européenne, comme le texte fondamental, le RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles, appliqué depuis mai 2018 ? C'est rentré dans la logique maintenant, désormais, à la fois des entreprises, des utilisatrices et des utilisateurs, Marion ? Alors, sur RGPD, oui, parce que c'est une obligation. Donc, tout ce qui est évidemment obligatoire rentre, est standardisé. C'est la norme, en fait. Notamment dans l'économie, tous les sites et le retail, aujourd'hui, reposent maintenant leur business sur du RGPD. Après, il y a beaucoup de débats, quand même, sur la protection des données. Est-ce que c'est vraiment protégé ? Où vont les données ? RGPD est né après le scandale Cambridge Analytica. Mais aujourd'hui, c'est quand même pas une affaire réglée. C'est aussi beaucoup de contraintes juridiques. Ça coûte, RGPD, ça coûte aussi de l'implémenter. Et franchement, pour être très, très honnête, je pense que la transparence sur les données aujourd'hui n'est pas un sujet résolu du tout. C'est quelque chose qui est complètement encore opaque. Tant qu'on n'obligera pas les big tech à être clairs sur ce qu'ils font, de leur donner de la territorialité des données, on n'avancera qu'avec des petites mesures qui sont, encore une fois, nécessaires. Je ne dis pas que la Commission européenne ne fait pas bien les choses, mais on en sait encore loin. Je veux dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et pourtant, le RGPD européen a fait école, notamment dans la Silicon Valley, en Californie, qui a voté son propre version, le CCPA, il y a aussi quelques années désormais. Le Canada aussi s'est doté d'une législation semblable, le Royaume-Uni aussi de son côté. On voit que cette réglementation sur, encore une fois, la façon dont on peut transformer un business model nos données privées commence à être extrêmement contrainte pour les plateformes. Pourtant, Stéphane, on se pose encore la question. Alors, je pense que c'est un préalable à des choses qui sont beaucoup plus décisives et qui vont avoir lieu. Je pense que 2023, c'est la dernière année de toute façon où déjà le cookie tiers, le fameux cookie tiers, va pouvoir exister. En 2024, ça sera terminé, je crois, milieu de l'année. Un cookie tiers, c'est quand on accepte les cookies de façon un peu mécanique, on n'a pas seulement les données liées au site qu'on visite, mais aussi tous ceux qu'on visite avant, après, etc., pour améliorer notre profiling, pour que la publicité soit encore plus précise. C'est bien sûr le business model de Google, et Google a essayé de retarder cela le plus possible. Là, c'est terminé. En 2024, le cookie tiers
va être remplacé par des choses que je suis de près, qui s'appellent des clean rooms. Et les clean rooms, C'est quoi la clean room? La clean room, ça va être, c'est des chambres à data, on va dire éthiques. C'est-à-dire qu'en gros, on va récupérer des données, des gens, des tiers de confiance vont récupérer des données pour le compte. Ce ne sera pas des Google, ce sera des autres. Et c'est un business qui commence à fleurir. Et j'ai mon grand garçon qui est même un grand spécialiste de la question. Et parce que lui, il aime beaucoup ce type de choses. On va inviter Gabriel la prochaine. Vas-y, avec grand plaisir, il sera ravi de parler de ce sujet-là parce qu'il est intarissable. Et depuis, maintenant, les marques, certaines maintenant, dont très connues, utilisent ces clean rooms pour pouvoir maintenant exploiter les datas. C'est la première chose. En 2024, il y aura aussi le DSA ou DMA, je ne sais plus ce que, de Digital Service Act. Les deux, en général. Voilà, qui vont aussi être appliqués. Deux nouvelles régulations européennes qui reviennent à dire que ce qui est illégal dans la vie réelle est aussi illégal dans la vie virtuelle. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est la dernière année où les grands pourront jouer avec nos données. Qui s'éclatent, qui font un dernier truc, je pense. Je ne sais pas s'ils vont s'éclater, mais en tout cas, je pense que maintenant, on va reprendre la main. Ouais. J'espère qu'on va prendre la main, que l'Europe va jouer son rôle aussi et qu'elle le joue fort. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important que déjà qu'il y ait cette journée, que la pédagogie montre que voilà, attention, voilà ce qui va se passer demain. Comment peut-être votre carte de fidélité dans un supermarché aura de la valeur enfin. Parce que peut-être votre caddie, si le profil de Damien intéresse une grande marque, peut-être il pourra partir avec son caddie rempli et gratuitement, parce que vraiment, pour le coup, ces données seront utilisées derrière et seront payées et financées par les marques. Et donc là, je pense que là, on rentrera dans une nouvelle ère sur la data. Nos data valent de l'or, ça jusque-là on le savait. Je vais quand même vous donner un chiffre qui est une étude d'OpenText, qui vient d'OpenText, c'est pas facile à dire, qui vient juste de paraître ce mois-ci, qui est intéressante sur la pédagogie quand même, qui a pu amener des pièces de régulation comme le RGPD. 75% des Français se préoccupent de la façon dont leurs données sont utilisées par des organisations, ça peut être des entreprises, des institutions ou autres. Près d'un tiers d'entre eux reconnaissent qu'ils renonceraient à acheter des produits lorsqu'une entreprise qu'ils apprécient ne les protègent pas, ils ne protègent pas leurs données personnelles ou divulguer ces données personnelles. Ça veut dire que quand même la base pédagogique, elle est faite, non? Ou c'est moi qui vois un petit peu trop de bienveillance là-dedans? D'accord, c'est moi qui suis trop bisounours. Non, moi je pense qu'en fait, le problème, c'est la notion de la dématérialisation de ces données et de se dire où est-ce que ça va, etc. Et tu vois, j'avais une autre idée, d'autres chiffres sous les yeux, notamment donc, le baromètre des Français de la vie privée sur Internet à l'occasion du Data Privacy Day. En gros, 92% des Français interrogés déclarent être conscients, mais à peine 35% déclarent renoncer à un service numérique si on utilise des données personnelles. Donc en clair, on le fait, mais ça me sert tellement que quelque part, je vais l'utiliser. Et voilà, et cette question, et ce que d'ailleurs les GAFAM ont réussi à très bien faire, c'est twister la logique de Internet, c'est gratuit, en devenant données versus service. Mais bien sûr, qui a envie de réactiver sa géoloc à chaque utilisation de service? Quand je fais mes courses, quand je vais à tel endroit, j'utilise Waze, Géovélo, etc. Personne n'a envie de le faire. Donc la régulation des données, ça va jusqu'au moment où l'UX est mise à mal. Bien sûr. Qui aujourd'hui lit les conditions, accepter les cookies ou refuser? Vous le faites ou pas? Moi, je le fais jamais. Moi, je m'amuse à cliquer non. Oui, mais moi, je suis d'accord. T'as des journées passionnantes, dis donc. Sur tous les opt-in. Il y a un vrai paradoxe, tu as raison, entre... je parle au nom de tous les gens, ce qui n'est pas du tout bien, je l'avoue, mais je pense qu'on est très nombreux à dire non, je ne veux pas qu'on utilise mes données. Ah non, surtout pas. On ne me vend pas les fichiers, vous savez. Et c'est là où la pédagogie a été faite, c'est qu'avant, les médias ou les entreprises avaient un certain contrôle, une régulation sur le fait de vendre des fichiers clients, que la CNIL, évidemment, a régulé. Sur Internet, on n'en est pas encore complètement là, mais il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on est bien content d'être géolocalisé automatiquement, d'être fiché quelque part, d'être sollicité sur du retailing, enfin pas du retailing, mais du ciblage, ou des enjeux marketing. Moi, je veux juste te répondre pourquoi est-ce que je prends le temps de dire non. Parce que je pars du principe que si on m'a donné ce pouvoir, en tant que consommateur, de le faire grâce au RGPD, il faut se saisir de ce pouvoir. C'est comme un biais intellectuel. Donc je pars du principe qu'il faut le saisir, donc prendre un tout petit peu le temps. Et au début, c'était très tricky au sens où on faisait tout pour t'empêcher de. Aujourd'hui, c'est plutôt bien fait dans l'ensemble, parce que justement, la loi est passée par là. Donc je pars du principe qu'il faut le faire. Après, effectivement, tu as entièrement raison. Il y a des services qui fonctionnent bien, et tu n'as pas envie de recommencer à devoir te valider. Et puis, il y a un troisième truc. Il y a des services qui t'empêchent d'être utilisés si tu n'as pas validé les conditions générales d'utilisation. Donc en clair, c'est si tu ne prends pas le package,
eh ben, ça marche pas. Donc, tu as des applications comme ça qui t'empêchent d'être utilisées. Typiquement, chez Doctolib, tu ne peux pas valider certains rendez-vous si tu ne coches pas les données de santé seront traitées par Doctolib. Et oui, mais sauf que là, tu touches à une donnée qui est de la nitroglycérine, qui est la donnée de santé, qui est encore plus réglementée que l'ensemble du reste des données, notamment des mineurs. Avant qu'on boucle justement cette émission, parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'il faut vraiment s'acheminer vers la fin de ce débat, je voulais quand même vous donner cette info. Meta qui est en train de se racheter une conduite, on le sait. Au mois de janvier, Meta, la maison mère d'Instagram, a fait appel d'une décision de la CNIL, notamment irlandaise, sur une amende potentielle de 390 millions d'euros qui touchait justement au fait que Instagram n'est pas forcément respecté à chaque fois la législation en matière de data des mineurs, des moins de 18 ans. Eh bien, ils annoncent qu'à partir du 18 février, cette fois-ci, il ne sera plus possible de cibler les mineurs en fonction de leur sexe ni de leur activité. Des pages likées, par exemple, ou des comptes suivis sur Facebook ou Instagram. Tu fais bien de dire, tiens, qu'ils sont gentils. Encore une fois, est-ce que Meta est en train un petit peu de se racheter une conduite, de détourner un petit peu la communication au moment où ils sont un peu empêtrés dans une baisse de chiffre d'affaires, dans des licenciements aussi. Il faudra beaucoup d'annonces comme celle-ci pour qu'ils se rachètent quand même, parce qu'on part de loin quand même. Je peux, sans être... S'ils avaient commencé déjà à vérifier l'âge réel des personnes qui s'inscrivaient sur Facebook et sur Instagram, il y en aurait beaucoup qui disparaîtraient, beaucoup de comptes qui disparaîtraient parce qu'ils n'ont pas l'âge légal, en tout cas l'âge qui eux-mêmes ont fixé, qui est de 13 ans. Maintenant, la publicité, franchement, ciblée, c'est leur ça fait partie de toute façon des problèmes que Google et Meta ont. C'est-à-dire que quand on place le comme produit, nous, comme principale source de revenus, à un moment, ça pourra capoter. Et là où ça pourra capoter, c'est quand la régulation sera très forte, comme là, on va l'avoir dans les 2 ou 3 années à venir. Il y a eu un premier avec le RGPD, il y a la suite qui arrive, et là, je pense que là, ils sont en mauvaise santé. Là, je suis convaincu de ça. En tout cas, pour les mineurs qui nous écoutent, les moins de 18 ans, en tout cas, qui seraient sur Instagram et sur Facebook, par hasard, on va quand même leur donner le bénéfice du doute. En effet, à partir du mois de février, il n'y aura plus de publicité pour l'alcool, pour les produits financiers, pour les services d'aide à la perte de poids. Quand vous avez moins de 18 ans, on n'ira pas vous retargeter avec ce type de publicité ciblée. Moi, j'ai le droit de perdre du poids, donc. C'est comme tu veux. Tu en perds si tu veux. Non, mais je suis pas vexé du tout. T'es pas la cible. si, grave. Enfin bon, c'est pas le sujet. Bon, si, un petit peu quand même. Non, mais c'est bon, passe à autre chose. Bon, on va boucler cette émission, les amis, parce qu'on n'a déjà plus le temps de pouvoir commenter ces autres actus. Vous reviendrez dans un prochain épisode de l'École du Futur, Club de l'actu, pour justement, avec nous, revenir sur toutes ces informations de la semaine. merci à Marion Moreau, merci à Damien Douany et merci à Stéphane Zibi qui n'a pas besoin de perdre du poids, il le sait de toutes les façons. Bon, allez, à la semaine prochaine, les amis.